Je vais vous parler là pendant 50 minutes à peu près, je vais essayer de ne pas dépasser le temps comme hier soir, d'érosion glaciaire et de relief des chaînes de montagne. Donc la question qu'on va essayer de poser tout au cours de cette présentation, c'est comment les glaciers forment les paysages. Et je vais focaliser aujourd'hui, j'ai fait une chose un petit peu différente hier soir pour ceux qui étaient là, je vais focaliser aujourd'hui uniquement sur les reliefs des montagnes. Donc cette photo ici qui vous montre le glacier d'Aletsch ici, qui est le plus grand glacier des Alpes, qui est situé en Suisse. Et donc la question que l'on va avoir, c'est l'interaction entre croissance du relief ici par les processus de surrection liés pour partie à la tectonique et pour d'autres parties aux variations d'épaisseur de glace sur cette partie du relief au cours des glaciations quaternaires. Donc les interactions entre surrection et processus d'érosion ici par les glaciers. Donc on voit ici le glacier d'Aletsch. Rapidement, je vais vous faire un petit état de la cryosphère. Donc, sur cette carte ici, on a l'ensemble des glaciers issus de la base de données GLIMS. Donc les glaciers autres que les grandes calottes glaciaires polaires, ici l'Antarctique et puis le Groenland, sont situés principalement dans les montagnes. Alors vous avez bien sûr les glaciers des Alpes, vous avez les calottes comme ici au niveau de l'Islande, et puis les glaciers d'Himalaya, donc une grande partie de la cryosphère aujourd'hui forme ces glaciers et représente 0,5 million de kilomètres carrés. Les glaciers, on les classe en fonction de leur température basale. Donc sur ce schéma, vous avez deux types de glaciers qui sont définis. Les glaciers froids ici sur la gauche, où vous avez dans cette coupe à travers un glacier une température qui va décroître, puis qui va augmenter un petit peu, et puis là, la température reste toujours négative. Donc vous avez une température à l'interface glace-roche ici, qui est inférieure à la température de fusion. À l'inverse, ici, vous avez les glaciers tempérés. Donc dans ces glaciers tempérés, vous voyez, la température va approcher ici le point de fusion. Et donc, on aura la présence, cette fois-ci, d'eau de fonte à la base de ces glaciers tempérés. Entre les deux, vous avez des glaciers qui ont un comportement mixte au cours de l'année, et un comportement qui peut être mixte en fonction de l'altitude également. C'est-à-dire que si on regarde les Alpes du Nord, dans les Alpes du Nord aujourd'hui, on va avoir dans des altitudes qui sont inférieures à 3300 mètres, des glaciers qui sont tempérés, alors que quand on va monter au-dessus de 3300 mètres, on a pour l'instant des glaciers qui sont froids, et à cause du réchauffement climatique de ces dernières années, et qui va se poursuivre, on va avoir une remontée progressive de cette altitude de 3300 mètres. Il y a pas mal de projets en ce moment menés par le laboratoire de glaciologie à Grenoble qui travaillent justement sur l'évolution. Ah, excusez-moi. Donc, qui travaillent sur l'évolution de cette altitude de la glace froide dans les Alpes. C'est bon, là donc, je suis désolé, je retourne là. Donc, les glaciers vont s'écouler depuis la zone de production de glace. Voici ici un time-lapse réalisé sur le glacier du Koubou, ici sur la face nord de l'Everest. Et on voit un écoulement de la glace ici, depuis la zone de production de glace qui est située à l'amont jusqu'à la zone d'ablation ici du glacier. Et vous avez un écoulement de la glace à ce niveau-là, bien enregistré dans ces time-lapse. Ici, au niveau du glacier du Koubou, les vitesses mesurées en surface sont de l'ordre d'une centaine de mètres par an, d'après les dernières données que j'ai trouvées. Donc des glaciers qui ne sont pas extrêmement rapides finalement à ce niveau-là. Donc les glaciers, deux processus d'écoulement pour expliquer ce mouvement. Un processus lié ici à la déformation des cristaux de glace sous l'effet de la pente, ou c'est l'effet du poids de la glace. Et puis un deuxième processus d'écoulement va exister quand les glaciers sont tempérés. On trouvera ce processus d'écoulement ici quand les glaciers sont froids et les glaciers sont tempérés. Quand les glaciers sont tempérés, on a la présence d'eau de fonte à la base, et l'augmentation de la pression fluide à la base va permettre le glissement du glacier. Donc des glaciers qui s'écouleront un petit peu plus rapidement quand on aura cette présence d'eau de fonte à la base. Juste pour vous montrer que sur les calottes glaciaires, les systèmes d'écoulement sont également un petit peu plus compliqués. On n'a pas des systèmes d'écoulement glaciaires sur la calotte antarctique qui sont simples, c'est-à-dire qu'on n'a pas une accumulation ici et puis des écoulements qui sont centripètes à ce niveau-là.
mais on a des écoulements qui sont canalisés. Voilà un petit montage qui montre les variations des vitesses d'écoulement sur une calotte glaciaire. Et donc, dans les zones ici qui sont cartographiées en rouge, vous allez avoir les vitesses les plus rapides. Et quand on va aller vers les couleurs là, qui sont un peu plus claires, on va avoir des vitesses plus lentes. Donc, au niveau des calottes glaciaires, aussi bien les calottes glaciaires actuelles que les calottes glaciaires du Quaternaire. Et on a montré également qu'il existait ces processus sur les calottes glaciaires très anciennes. On va avoir la présence de fleuves de glace qui vont montrer des vitesses d'écoulement beaucoup plus rapides dans certaines zones. Et dans d'autres zones, on aura des vitesses d'écoulement beaucoup moins rapides. Donc ça va avoir des impacts sur les processus d'érosion à la base de ces glaciers de calotte. Je vais vous parler maintenant d'érosion glaciaire, donc ce qui se passe ici à l'interface entre la glace et la roche. Donc à l'interface entre la glace et la roche, en fonction des différents glaciers, en fonction de la position où on se situe sur le glacier, on va avoir différents types de glace à la base d'un glacier. Donc sur cette photo ici, qui est plutôt prise dans la zone aval d'un glacier, on va avoir des glaces qui sont peu chargées en sédiments à la base, alors que de temps en temps, on peut avoir des glaces, comme c'est le cas ici, qui sont très chargées en sédiments. Donc la quantité de sédiments à la base d'un glacier, c'est ce qui va permettre, suite à l'écoulement de la glace, ici, de pouvoir éroder le substrat par un processus d'abrasion. Quand les sables qui sont compris ici, à la base du glacier ou ici, ont une dureté qui est supérieure, bien sûr, au substrat sur lequel ils s'écoulent. Donc deux paramètres contrôlent cette vitesse d'écoulement, cette vitesse d'érosion, la vitesse d'écoulement ici, et puis la nature de la glace basale. Si on peut aller sous les calottes glaciaires, enfin sous les glaciers de vallée, il y a deux endroits en fait en Europe où on peut aller sous les glaciers de vallée. Un glacier en Norvège, et puis un glacier dans les Alpes, le glacier d'Argentière ici. Et sous le glacier d'Argentière, grâce à l'exploitation des eaux de fonte du glacier, des sociétés électriques là, ont percé des galeries sous le glacier, ce qui nous permet d'aller voir ce qui se passe ici à l'interface entre la glace et la roche. Et voilà ce que l'on observe dans certaines cavités, des grands blocs qui sont détachés ici sous le glacier d'Argentière. Donc dans le deuxième laboratoire qui est en Norvège ici, Cohen a mené une expérience, il a publié ça en 2006. Et donc il avait bâti un prisme ici en granit, vous voyez la forme initiale du prisme granitique, dans lequel il avait incisé au préalable, il avait donné un coup de scie, et puis il a laissé ce prisme de granit se faire recouvrir par la glace. Et ensuite, il a récupéré ce prisme de granit en allant faire fondre la glace. Et donc, on voit que dans la partie aval du prisme de granit ici, un bloc a été arraché. Donc, processus de délogement mis en évidence. Dans son papier, là, si ça vous intéresse, Cohen détaille un petit peu mieux les processus. Mais c'est la pression exercée par le glacier, et puis c'est la fracturation initiale de la roche qui va contrôler ces processus de délogement. Donc deux processus d'érosion sous les glaciers majeurs, les processus d'abrasion, les processus de délogement. C'est ces processus qui vont jouer de façon conjointe pour aller façonner le relief. Façonner le relief, on va rajouter également un troisième processus quand on a des eaux de fonte. On voit apparaître ici, sous le glacier d'Argentière, la présence quelquefois de torrents sous-glaciaires. Donc ces torrents sous-glaciaires vont être chargés en sédiments et vont avoir une capacité d'érosion par l'écoulement des eaux sous pression et la charge sédimentaire. Une capacité d'érosion qui vont creuser des toutes petites gorges, comme c'est le cas ici, ou bien les oscillations glaciaires Holocène, par exemple, ont pu modeler ces gorges d'érosion relativement importantes, comme c'est le cas ici au niveau de la mer de glace. Donc les facteurs qui vont contrôler les vitesses d'érosion sous-glaciaire par les eaux de fonte, ce sont les quantités de sédiments qui sont présentes à la base, ou bien la position des torrents sous-glaciaires, si les torrents restent stables au cours du temps, ou bien si on a une distribution qui varie en fonction, par exemple, de l'écoulement de la glace ou de la topographie sous-glaciaire. Tous ces processus vont aboutir à des structures typiques, que l'on vous a déjà montrées, je crois qu'il y a pas mal d'étudiants en cours, donc des stries sur les roches, lorsque le glacier a pu s'écouler sur ces roches et les façonner. Donc des stries ici au front de la mer de glace, des stries ici beaucoup plus anciennes du dernier maximum glaciaire. Et quand le glacier a un écoulement qui est discontinu, cette fois-ci, on va avoir des processus d'arrachement et on formera ici des structures en croissant que l'on pourra retrouver en parallèle des stries dans certains endroits. Donc ces structures ici, à différentes échelles, vont dépendre du type d'écoulement du glacier, soit il est continu, soit il est discontinu. Tous ces processus d'érosion, abrasion plus délogement, vont aller façonner des reliefs typiquement glaciaires. Vous avez ici, au premier plan, des roches
qui ont été érodées par les glaciers. Donc ces roches portent le nom de roches moutonnées, parce que ça ressemblait à des moutons, paraît-il, quand elles ont été décrites. Hein, et c'est la somme de deux processus, bien sûr, le processus d'abrasion ici, sur la face, qui est la face amont, et le processus de délogement ici, hein, sur la face, qui est la face aval. À une échelle beaucoup plus grande, ces processus d'érosion sous-glaciaire, eh bien, on va pouvoir les retrouver pour cartographier les surfaces occupées par les glaciers au dernier maximum glaciaire. Cette photo, elle vient du Valais, ici. Et sur cette photo, on voit très bien à la base toute une série de roches qui ont été polies par les glaciers ici. Et puis au sommet, on voit une série de crêtes. Ces crêtes n'ont jamais été recouvertes par la glace au dernier maximum glaciaire. Et entre les deux, on a une ligne qui est appelée trimline ici. Et cette ligne correspond donc au maximum d'englacement lors du dernier maximum glaciaire. Donc un premier aménagement du paysage par ces processus d'érosion glaciaire qui a tendance à limiter le relief au niveau ici de ces trimlines. Dernière chose, je ne pouvais pas faire autrement que de vous montrer une photo de fjord, puisque les glaciers ont une capacité d'érosion linéaire sur les calottes glaciaires qui est bien connue. Cette capacité d'érosion linéaire, on a vu tout à l'heure sur l'exemple de l'Antarctique qu'il existait des fleuves de glace. Ces fleuves de glace vont être des lieux où on va concentrer les flux de glace et les eaux de fonte, et vont être donc des lieux privilégiés d'érosion au niveau des calottes glaciaires. Et ces lieux privilégiés vont être empruntés à chaque glaciation et vont pouvoir creuser les fjords, comme ici c'est le cas en Norvège, qui sont des reliefs de forte amplitude, qui vont pouvoir avoir des profondeurs jusqu'à 1 millier de mètres à certains endroits, donc qui dépassent complètement l'équilibre du niveau de base des rivières. Les glaciers ont donc une capacité d'érosion. On a vu les processus. On va regarder maintenant rapidement les vitesses à laquelle les glaciers érodent le substrat. Donc Boulton, en 1974, a commencé à proposer des chiffres en menant des expériences directes, c'est-à-dire que Boulton, à la fin de son 3e cycle, avait fait un stage au laboratoire de glaciologie à Grenoble, et il avait accès au laboratoire sous-glaciaire d'Argentière à l'époque. Et il a pu déposer des plaques sous le glacier d'Argentière et essayer de mesurer cette vitesse d'abrasion. Et donc, en parallèle, il avait l'épaisseur de la glace ici et la vitesse d'écoulement du glacier. Et donc, il obtient une valeur qui est assez importante, 36 mm pour le glacier d'Argentière, sous des glaciers qui sont relativement épais à ce niveau-là, une centaine de mètres, pour une vitesse d'écoulement de 250 mètres. Il a reproduit cette expérience au front d'une des langues ici d'un glacier islandais. Et au front, on a une épaisseur de glace qui est moins importante. Ici, vous voyez, entre 40 et 15 mètres, et puis des vitesses d'écoulement, comme on est au front du glacier, qui sont également moins importantes. Et donc, on obtient ici des vitesses d'érosion sur le même type de lithologie, qui sont beaucoup moins importantes que les vitesses d'érosion mesurées sous le glacier d'Argentière. Donc, au regard de ces premiers résultats, qui sont assez vieux finalement, 1974, on peut corréler la vitesse d'érosion des glaciers à la vitesse d'écoulement des glaciers. C'est le modèle qui, aujourd'hui, est couramment admis quand on veut faire de la modélisation de l'évolution du relief. On a un paramètre qui va relier la vitesse d'écoulement du glacier à la vitesse d'érosion, et on va mettre un paramètre qui est l'érodabilité des roches, qui va être différent en fonction des différents types de roches. Une deuxième approche de l'érosion glaciaire qui a été beaucoup plus utilisée, puisque c'est beaucoup plus simple de la mettre en œuvre. C'est relativement pas facile d'aller sous un glacier pour observer ce qui se passe. En revanche, c'est beaucoup plus simple de trouver des torrents qui sortent des glaciers, donc des torrents émissaires proglaciaires, comme c'est le cas ici sur cette photo qui vous montre un des torrents émissaires du glacier des Bossons, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, ces torrents vont véhiculer une charge sédimentaire en suspension. Donc, en quantifiant la quantité de sédiments ici véhiculés par les torrents, en ayant une idée du débit également du torrent, on va pouvoir remonter à une quantité de matière qui est exportée par an. Et puis, en ayant la surface ici correspondant à la surface glaciaire, on va pouvoir avoir même une idée approximative, puisque c'est souvent très difficile à déterminer les bassins versants glaciaires qui contribuent à différents torrents. On va pouvoir déterminer une vitesse d'érosion sur ces bassins versants glaciaires. Ça a été synthétisé par un papier ici qui a été publié par Kopp et Halley en 2006. Et donc, ils ont synthétisé ici la plupart des études qui ont été réalisées à l'échelle mondiale, en proposant ce graphe, les vitesses d'érosion ici en millimètres par an et la taille des bassins versants. On a deux choses sur cette figure.
Les triangles ici représentent l'érosion mesurée dans les torrents proglaciaires, et puis les cercles ici représentent l'érosion mesurée dans les bassins versants non glaciaires. Alors ces données, elles sont très hétérogènes, hein. On a presque 3 ordres de grandeur pour l'érosion glaciaire. On voit également que plus la taille du bassin glaciaire augmente, plus l'érosion a tendance à augmenter. Donc ça, c'est une des premières conclusions du papier, hein, c'est que les glaciers ont tendance à augmenter leur érosion plus ils sont grands, ce qui va un peu dans le sens de ce que je vous ai expliqué précédemment, puisque les processus d'abrasion vont être beaucoup plus importants si la taille des glaciers est plus importante. En revanche, ces données, elles cachent l'origine des données, c'est-à-dire d'un point de vue expérimental, elles n'ont pas toutes suivi les mêmes protocoles, hein. Si je prends un point au hasard ici, on va avoir une expérience qui est basée sur 15 jours de mesure au front d'un torrent proglaciaire, et puis on va avoir une deuxième expérience ici qui va être basée sur 1 mois de mesure. Donc on va avoir une variabilité d'observation des flux sédimentaires qui peut expliquer une partie de la dispersion des données, hein. C'est-à-dire qu'on a des flashs temporels sur 15 jours, alors que dans certains cas, on va avoir 2 mois d'observation, et cette fois-ci, on va peut-être lisser un petit peu les données. Allait en 96 et est en 98 ont même essayé, à partir des mesures qui étaient un peu plus sporadiques à l'époque, de proposer un volume de sédiments qui était exporté par les glaciers à l'échelle annuelle aux océans, et on aurait à peu près entre 1 et 40 milliards de tonnes qui seraient exportées par les glaciers aux océans. Dernière chose sur ce graphe, si on regarde la moyenne globale des glaciers, on a l'impression qu'elle est située ici aux alentours de 1 mm par an. Et si on regarde la moyenne globale des rivières, elle est située à peu près aux alentours ici de 0,05, on va dire, millimètres par an. Donc si on regarde ce graphe, publié en 2006, eh ben, on a un peu plié la discussion, c'est-à-dire qu'on va dire que les glaciers sont les agents d'érosion majeurs au niveau des continents, et puis les rivières sont des agents d'érosion mineurs. Donc quand on aurait la présence de glaciers, si on regarde ces vitesses calculées, eh bien, ce sont eux qui vont aménager le paysage. On va revenir un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Les glaciers varient en fonction du climat, vous le savez tous. Voilà une photo ici qui vous montre la calotte du Groenland aujourd'hui. Et sur la calotte du Groenland, on voit pas mal de lacs de fonte. Et aujourd'hui, avec le réchauffement du climat, eh bien, on a démontré que ces lacs de fonte étaient un petit peu plus précoces, année après année. Donc, une augmentation de ces vitesses de fonte. On le voit très bien sur les glaciers alpins. Le front du glacier des Bossons ici en 2003, le front du glacier des Bossons avec le même angle ici en 2013, la surface ici qui a été perdue par le glacier des Bossons entre 2003 et 2013, le glacier est remonté à peu près de 100 mètres d'altitude, à peu près de 600 mètres en distance, suite aux variations climatiques au cours du XXIe siècle, suite au réchauffement du climat, depuis les années 80 ici. Les glaciers, si on prend des échelles de temps un tout petit peu plus longues, ont occupé des surfaces qui étaient bien différentes. Voilà ici l'état des glaciers, d'après la même base de données que précédemment, la base de données GLIMS, l'état des glaciers dans les Alpes, ici. Et puis voici l'état des glaciers, d'après une compilation de pas mal d'études au niveau de l'extension des glaciers au cours de la dernière glaciation. Alors, ce n'est pas tout à fait le maximum de la dernière glaciation, mais c'est une synthèse de la dernière glaciation. J'ai pris ici le LGM, le dernier maximum glaciaire à 20 000 ans. Et donc, on voit que les surfaces occupées par les glaciers au niveau des chaînes de montagne sont beaucoup plus importantes quand on est en période glaciaire. Donc, un rôle majeur, finalement, des processus d'érosion glaciaire dans les chaînes de montagne quand on est en période froide, et surtout quand on est dans la bascule entre la période froide et la période de retrait des glaciers. C'est à ce moment-là qu'on va avoir un impact un peu plus important sur les paysages. D'ailleurs, vous le connaissez sûrement, les glaciers des Pyrénées étaient beaucoup plus présents au dernier maximum glaciaire qu'ils le sont aujourd'hui, où il doit rester 2-3 petits glaciers perdus dans les Pyrénées. Donc je vais vous présenter maintenant les résultats de 2 projets qu'on a eus, après cette introduction rapide sur la cryosphère, sur les glaciers. 2 projets qu'on a eus dans les Alpes. Un premier projet ici qui s'appelait ERD Alpes, Erosion and Relief Development in the Alps. Donc essayer de comprendre le relief des Alpes à différentes échelles de temps, et la partie sur laquelle j'ai travaillé, c'était la partie actuelle, c'est-à-dire l'interaction ici entre les glaciers du massif du Mont Blanc et le relief du massif du Mont Blanc. Et on poursuit ce projet aujourd'hui en regardant les projections futures sur le massif du Mont Blanc et quelle va être l'évolution du relief. C'est une des tâches de l'ANR ici, quelle va être l'évolution du relief avec un projet de sortie sur les projets de données issues de l'IPCC, c'est-à-dire un projet de sortie à 2100.
J'oubliais, je fais ces travaux en partenariat avec les équipes de Grenoble et de Chambéry, ici, avec le laboratoire ISTER. Donc, le relief d'une montagne, ici à l'aiguille du Midi, au niveau du massif du Mont Blanc. Qu'est-ce qui contrôle ce relief? Eh bien, c'est deux paramètres. L'érosion, on peut avoir une diminution du relief par des processus d'érosion, ou bien la surrection. On peut avoir une augmentation ici du relief par rapport à un point de référence par ces processus de surrection. L'altitude actuelle, bien sûr, c'est un jeu conjoint entre vitesse d'érosion et vitesse de surrection. Donc, pour comprendre l'évolution du relief d'une chaîne de montagne, il faut être capable de regarder et de comprendre et de quantifier les vitesses d'érosion, et idem sur les vitesses de surrection. Pour les vitesses de surrection, dans le massif du Mont Blanc, on dispose aujourd'hui, et Noké ici et ses collaborateurs ont publié un papier récemment, l'année dernière, sur les analyses du réseau RENAG, là c'est le réseau de GPS permanent installé sur le sol français. Et donc ce réseau GPS va montrer des vitesses de croissance du relief à l'échelle des Alpes, ici, mesurées en millimètres par an. Et on a ici une augmentation de la vitesse au fur et à mesure où on arrive dans les Alpes du Nord. Et si on regarde le massif du Mont Blanc, on est à peu près ici à 1,5 mm par an de surrection, de création de relief au niveau des Alpes. Cette création du relief, à 2 mm par an, elle pose quand même un problème. Si on regarde les modèles tectoniques qui expliquent la convergence alpine, on a du mal à expliquer ces 2 mm de création de relief. Et Noké, dans son papier, là, propose de tester en fait, le rôle de l'épaisseur de glace qui existait sur les Alpes au dernier maximum glaciaire, et le retrait de cette épaisseur de glace, finalement, a déchargé la lithosphère et créerait un réajustement isostatique, ce qui se passe et qui est bien connu quand on va plus au nord, où les calottes glaciaires étaient plus importantes, sur la Scandinavie ou bien au Groenland. Même au Groenland, on a un réajustement isostatique. Donc ici, on aurait un phénomène, on aurait une explication, une partie de ces quelques millimètres, de ce millimètre 5 ou de ces 2 millimètres, qui serait liée à la fonte des glaciers au dernier maximum glaciaire. Une deuxième partie correspondrait également à la décharge de la lithosphère par les processus d'érosion. Donc les processus d'érosion entraîneraient également, au cours des bascules quaternaires, une grande quantité de sédiments qui auraient été exportés, qui pourraient expliquer également ce réajustement. Mais je vous laisse aller lire le papier là, qui a été publié en 2016, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, sur les causes de ces croissances de relief dans les Alpes. Alors, il ne faut pas confondre juste les vitesses de surrection avec des données qu'on a vues publiées dans la presse depuis 2001. Depuis 2001, un groupe mesure chaque année, enfin tous les 2 ans, mesure l'altitude du sommet du Mont Blanc. L'altitude du sommet, voilà une photo du sommet du Mont Blanc. L'altitude du sommet en 2001 était mesurée à 4810 mètres. Je vous passe les virgules ici. Et 2 ans après, le Mont Blanc avait perdu 2 mètres à peu près. Donc ces variations d'altitude du sommet du Mont Blanc correspondent en fait aux variations d'altitude du sommet du dôme neigeux. Et donc, on mesure ici la variabilité interannuelle météorologique qu'il existe au sommet du Mont Blanc, même si on a l'impression d'avoir une certaine stabilité au niveau des 4810 mètres ici. Donc, ça veut dire que les conditions météorologiques, finalement, entre 2007 et 2011, au sommet du Mont Blanc, entre chute de neige, entre déplacement de la neige par le vent, eh bien, finalement, elles se ressemblent assez. Pour être sûr que l'on a vraiment ce millimètre 5 par an au niveau du massif de Mont Blanc, on a décidé avec un collègue là, de ISTER d'aller poser un GPS, cette fois-ci, sur le rocher qui se situe le plus haut dans le massif du Mont Blanc. Alors, on ne peut pas aller sur le sommet du Mont Blanc, comme je vous l'ai dit ici, on ne peut pas aller sur la voie normale du Mont Blanc, qui est de l'autre côté. Donc, on a trouvé un rocher qui était le plus haut dans le massif du Mont Blanc, c'est ce rocher ici, il est sur le Mont Blanc de Courmayeur. Pour ceux qui font de la montagne, il s'appelle le rocher de la Tourette. Et il est à 4759 mètres d'altitude. Donc on a été déposer un GPS sur ce rocher. Alors la configuration géomorphologique de ce rocher nous laisse espérer qu'il va être stable pendant plusieurs dizaines d'années, afin de pouvoir répliquer les mesures, puisque les variations altimétriques que l'on cherche sont dans le millimètre. Donc une première mesure, on l'a effectuée ici en 2014, et on espère, dans 10 ans, faire une seconde mesure. Alors, deux choses, bien sûr, il faut que non seulement le rocher reste en place, ce qui, je pense, devrait arriver, mais il faut surtout que le scellement du plot que l'on a fait ici n'évolue pas en fonction des conditions et des variations thermiques à 4759 mètres d'altitude.
Donc voilà, on a utilisé les matériaux les plus résistants hein, qui existent hein, pour fixer ce plot. Voilà, la réponse, eh ben, je viens de peut-être vous revoir dans 10 ans, et puis on en reparlera dans 10 ans. Hein. Soit on a fait une belle sortie au sommet du Mont Blanc, on a posé un GPS, et puis on verra bien. Hein. C'est toujours un petit peu ce qui se passe quand on veut faire de l'observation. Sur des endroits, finalement, ce n'est pas la très très haute montagne, mais ça commence à être des endroits où les conditions climatiques peuvent être très variables et peuvent avoir des impacts hein, sur les appareils que l'on installe. Je vais revenir hein, sur le glacier que l'on a étudié, le glacier des Bossons ici. Donc, il prend la tête de son bassin versant, c'est le sommet du Mont Blanc. Et puis, le glacier des Bossons, son front va descendre ici jusqu'à 1450 mètres d'altitude à peu près. Il a une orientation qui est nord à nord-ouest. Un bassin versant ici hein, qui montre une surface totale de 17 km². Un bassin versant glacé sur ces 2 tiers à peu près de l'ordre de 10 km². Donc un système glaciaire conséquent. On a choisi ce glacier ici hein, dans la vallée de Chamonix, puisqu'il existe 2 autres glaciers dans la vallée de Chamonix, le glacier de la mer de Glace qui est beaucoup plus grand, qui est le plus grand glacier du massif du Mont Blanc, puis le glacier d'Argentière. En revanche, devant le glacier de la mer de Glace et devant le glacier d'Argentière, on a 2 usines hydroélectriques qui vont aller capter une partie hein, du débit. Et donc, on ne pourra pas mettre en œuvre les méthodes que l'on a utilisées pour quantifier l'érosion au niveau des exutoires glaciaires. Hein, donc, au niveau des torrents proglaciaires, on a ici, en plus, sur ce glacier, la chance d'avoir 3 torrents proglaciaires qui sont répartis à des altitudes différentes, avec un torrent ici qui se situe à une altitude de 2290 mètres, le torrent de la Creuse, et puis un deuxième qui est un tout petit peu plus bas en altitude, à 1750 mètres, et un troisième dont le front est à 1450 mètres. Donc, un échantillonnage graduel au niveau des altitudes qui va nous permettre hein, de pouvoir approcher les flux sédimentaires avec ces différences d'altitude ici sur ce bassin versant glacé. Pour des raisons de suivi et de suivi des stations que l'on a implantées, on s'est focalisé hein, sur ces 2 torrents, le torrent de Crozette ici et le torrent des Bossons. Donc je vous les situe, le torrent de Crozette est ici et le torrent des Bossons est ici. Hein, ce sont les 2 torrents que l'on va étudier. Donc voilà, sur cette photo du front en oblique, là, du front du glacier des Bossons, on va avoir ici un premier torrent, le torrent de Crozette. Et au front de ce torrent, ici, on a installé depuis 2013, on a installé une station de mesure en continu. C'est un peu la différence et l'originalité de ces 2 projets ANR. C'est qu'au lieu de suivre les glaciers pendant 15 jours, pendant 3 semaines, on veut avoir un suivi en continu sur plusieurs années de tout ce qui va sortir au niveau du torrent proglaciaire, donc une mesure du débit, bien sûr, et puis une mesure des principaux paramètres physico-chimiques, hein, la turbidité, la conductivité et la température. Voilà les résultats entre 2013 et 2014, donc ça couvre ici une année hydrologique complète. Donc ce torrent va présenter un débit moyen annuel de 0,9 m3 par seconde. Il montre très bien une dynamique glacio-nivale, ici avec une augmentation du débit suite à la fonte de printemps, où on va doubler à peu près le débit. Et puis ensuite, on a ici des variations très très haute fréquence qui correspondent à un contrôle journalier de la fonte. Hein. Ce contrôle journalier de la fonte est lié aux variations de flux radiatifs sur le glacier, hein, liées aux variations d'insolation. Et puis, on va moduler également les débits. Hein, si on regarde un petit peu ici la station météo de Chamonix, on va moduler les débits par l'intermédiaire des précipitations. Et les précipitations vont nous augmenter localement les débits. Hein. On observe, par exemple, ici, des pics de crue assez événementiels sur le bassin versant. Ces pics de crue vont également se retrouver dans les matières en suspension qui sont véhiculées par le bassin versant. Deuxième station, un petit peu plus basse ici, hein, et donc on ne l'a pas implantée ici directement. Cette photo, elle date un petit peu, puisque le glacier aujourd'hui est juste remonté ici, à ce niveau-là. Donc on ne l'a pas implanté juste au-dessus de la chute du glacier des Bossons, puisque on n'avait pas beaucoup de chance qu'elle reste longtemps à ce niveau-là. Et puis c'est un endroit en fait, qui est assez difficile à monitorer. Hein. Il y a en permanence des chutes de glace au front du glacier ici. Donc on avait décidé de l'implanter juste dans la position la plus aval, à ce niveau-là. Et en fait, en implantant cette station dans une position assez aval, ici, on va pouvoir approcher 2 choses. On va pouvoir approcher l'érosion ici sur le bassin versant non englacé et puis l'érosion sous le bassin versant englacé. Donc la contribution des versants ici non couverts par la végétation versus la contribution des versants couverts par le glacier. Hein. Donc
l'érosion sous-glaciaire. Je vais vous présenter ici, ce matin, uniquement les résultats issus de l'érosion glaciaire pour le glacier des Bossons. Donc idem, hein, une station ici qui tourne depuis plus longtemps, puisque c'était beaucoup plus facile de la suivre, et beaucoup plus facile de l'implanter à ce niveau-là. Donc avec une mesure du débit en continu, en temps réel, hein, qui est télétransmis. Et puis ici, c'est sur cette station qu'on a pu calibrer hein, les turbidimètres, hein, la turbidité étant un proxy indirect de la quantité de matière en suspension, pas une mesure directe de la quantité de matière en suspension. Donc c'est pareil, comme c'est des torrents qui sont très chargés en sédiments, on a des petits problèmes sur le monitoring de la turbidité en direct, mais on arrive avec des systèmes de protection des capteurs à pouvoir avoir une valeur qui est assez fiable au cours du temps. Idem, voilà ici l'enregistrement hein, sur les mêmes années, 2013-2014. Donc on a les mêmes types d'évolution. Hein. Un contrôle un peu plus marqué ici hein, sur les relations entre la pluviométrie sur le bassin versant, les augmentations de la charge en suspension et les augmentations rapides de débit. Et un débit, puisque le bassin versant ici du torrent des Bossons est plus petit, a un débit moyen qui est beaucoup plus faible, hein, 0,15 m3 par seconde ici. Le bassin versant, c'est le bassin versant que l'on a calculé par rapport à la surface topographique du glacier. Et là, en ce moment, le bassin versant a tendance à se modifier, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un bassin versant sous-glaciaire, en fait. On peut avoir assez facilement le bassin versant supraglaciaire. En revanche, pour avoir le bassin versant drainé sous le glacier, on a beaucoup de mal à l'avoir puisqu'il dépend hein, de la position des écoulements sous-glaciaires qui vont migrer en fonction des variations d'épaisseur de la glace. Donc on a calibré les bassins versants glaciaires par une méthode indirecte. Et cette méthode indirecte, en fait, repose sur de la modélisation hydrologique, hein, un modèle relativement simple, en fait, à différentes entrées, avec différents réservoirs. Et grâce aux observations que l'on a ici, on peut calibrer le bon bassin versant sous-glaciaire qui va correspondre au débit qui est mesuré. C'est une méthode, on a détourné un petit peu la modélisation hydro, hein, c'est-à-dire qu'on a fixé un certain nombre de paramètres et on a joué avec la variation du bassin versant. Et c'est la méthode qui nous a paru la plus optimale pour avoir une idée du bassin versant drainé qui explique ces débits. Alors je vais vous présenter ici les bilans sur plusieurs années au niveau de ces stations qui ont été ici positionnées hein, sur le torrent des Bossons, sur le torrent de la Creusette. La station qui est la plus longue, hein, ici, qui fonctionne depuis 2009. Alors, entre 2009 et 2015, je vais vous avouer quand même qu'on n'a pas un enregistrement continu. Hein. On n'est pas en permanence à Chamonix pour aller hein, s'occuper des appareils et remettre en place. Hein, certaines personnes ont vraisemblablement fait de l'observation ici. C'est quelque chose de fastidieux, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de batterie, on a des problèmes d'appareils qui tombent en panne, ici. Hein, et puis, on a même eu une petite surprise en 2014 ici, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une donnée 2015. Ici, on n'a pas de donnée 2015, puisque le glacier des Bossons a eu la mauvaise idée, en fait, de se mettre à avancer hein, sur son front ici en 2015. Donc, on a eu une petite avancée glaciaire en 2015. On avait positionné notre station relativement proche, et finalement, notre station, elle a fini hein, sous la moraine. Et donc, notre station a disparu. On est obligé de la remettre en place au cours de 2016 pour continuer ici le monitoring. Donc, comme tous les glaciers hein, reculent quasiment dans le massif du Mont Blanc, le glacier des Bossons était en pleine phase de retrait. Et là, il a décidé hein, de se mettre ici à avancer au cours de la fin de l'année 2015, début de l'année 2016. Si on regarde les données ici, hein, qui correspondent donc aux mesures des flux sédimentaires dans les torrents proglaciaires, toutes ces données ici, en synthèse, ont été nettoyées. Elles correspondent ici vraiment à ce qui sort du glacier. Dans ces données, dans ces bilans ici, on n'a pas l'érosion ici qui est liée aux moraines. On a uniquement, hein, je vous ai représenté uniquement les flux sédimentaires correspondant à l'érosion sous-glaciaire. On a pu déconvoluer le signal entre érosion des moraines ici et érosion sous-glaciaire. Et donc, on a une forte variabilité. Vous voyez, entre 2011, on aurait 77 tonnes qui seraient sorties du glacier. Et ici, 2015, hein, 790 tonnes presque qui sont sorties du glacier. Donc une variation assez importante au cours du temps. Hein. Donc si on reprend le schéma qu'avait proposé Alette, hein, si on mesure le glacier des Bossons en 2011, on va dire que ce glacier il exporte 77 tonnes. Si on le mesure ici en 2015, on va dire que ce glacier il exporte 788 tonnes. Et hop, ça fait un point dans le graphe. Hein, donc d'où l'utilité de tenir compte de cette variabilité qui est une variabilité interannuelle météorologique. Hein. On a des années qui se suivent.
et avec une variabilité météorologique, une variabilité ici en 2015 qui est également liée à une variabilité liée à la dynamique du glacier. C'est-à-dire que la langue du glacier qui est ici, en 2015, elle était un peu remontée. On a des fortes chutes de sérac dans le bassin versant. Et ces fortes chutes de sérac vont augmenter nettement les débits, puisque la glace va se retrouver ici dans la partie juste située à l'aval et va fondre très rapidement. Donc une forte augmentation va augmenter la charge sédimentaire ici. En fait, si on fait le bilan pluriannuel, on obtiendrait une érosion ici de 0,6 à peu près, avec une incertitude. Donc on a quantifié toutes les incertitudes sur notre méthode, et avec une incertitude de 0,3 mm par an. Donc vous voyez, c'est quand même une incertitude assez forte. On est assez honnête pour la présenter. Ici, le glacier au niveau du torrent de la Crozette montrerait une vitesse d'érosion de 0,4 plus ou moins 0,2 mm par an. Donc on va comparer maintenant ces vitesses d'érosion calculées dans la partie basse du glacier, puisqu'on est dans la partie en glace tempérée, ici. Donc on a une sélection ici de 1,5 mm par an. On a ici une vitesse d'érosion maximum de 0,6 mm par an. Donc on a une croissance du relief dans cette partie basse, sous le glacier. On a quand même une croissance du relief estimée, d'après nos calculs ici, à peu près 0,9 mm par an. Alors allons regarder maintenant ce qui se passe ici, au niveau du sommet, le sommet du Mont Blanc ici, il est là, juste à ce niveau-là. Au niveau du sommet du Mont Blanc, et au niveau du sommet du Mont Blanc, je vous ai dit qu'à partir de 3300 mètres, on est dans une glace qui change de typologie, on est dans une glace froide. Donc on va regarder la différence entre les apports liés au versant ici dans cette partie haute et les apports liés au processus d'érosion sous-glaciaire. La géologie du massif du Mont Blanc, finalement, est très pratique puisqu'elle a permis de répondre à notre question. Et si on regarde ici la carte géologique du massif du Mont Blanc, on a dans les parties hautes du massif du Mont Blanc la présence de ce granit du massif du Mont Blanc qui vient intruder ici les gneiss métamorphiques qui forment la base du massif du Mont Blanc. Et d'un point de vue altitude, eh bien finalement, tous les versants qui sont dégagés vont être à des altitudes supérieures à 3300 mètres. Et quand on regarde, ici c'est à peu près la limite de la glace froide, et quand on regarde la partie basse du glacier, finalement les versants dégagés vont être constitués sur notre bassin versant par des roches métamorphiques. Donc la lithologie, granit versus gneiss, gneiss c'est pour simplifier, c'est pour aller plus vite, c'est granit versus roche métamorphique, ça va être un critère d'identification de la source des sédiments entre les zones qui sont situées ici sur la glace froide, en supraglaciaire ou en sous-glaciaire, et les zones qui sont situées sous la glace froide ici, en supraglaciaire ou en sous-glaciaire. Les processus d'érosion qui vont aller fournir la charge supraglaciaire sur un glacier sont liés à des processus de versants. Différents processus existent sur les versants. Ça, c'est le travail du groupe de Ludovic Ravanel au laboratoire Editem, où il travaille depuis de nombreuses années sur la quantification des volumes ici arrachés par des éboulements au niveau des différentes montagnes ici, des différents petits pics du massif du Mont Blanc. Il a même mis au point un système participatif où chaque fois qu'un éboulement est répertorié dans le massif du Mont Blanc, les alpinistes peuvent lui envoyer remplir un questionnaire et avoir ici un état des lieux de l'inventaire du nombre d'éboulements qui ont lieu chaque année dans le massif du Mont Blanc, dans les parties supérieures du massif. Donc voilà ici la quantification du nombre d'éboulements en 2003. Donc vous voyez, on aurait plus de 200 éboulements, et donc ici c'est la fréquence, ici c'est le volume des éboulements de taille variable. Donc ces éboulements de taille variable, assez nombreux finalement, vont aller alimenter la charge supraglaciaire. Si on se repositionne ici au niveau du glacier des Bossons, donc le glacier des Bossons va présenter sur sa rive droite du granit et va présenter sur sa rive gauche, pour simplifier, des roches métamorphiques de type gneiss. Si on regarde les dépôts glaciaires qui sont situés juste en position aval ici, donc on a ici des moraines, et les moraines de la rive droite ici versus les moraines de la rive gauche, eh bien, ne vont pas être du tout les mêmes d'un point de vue lithologique. Les moraines de la rive droite ici sont essentiellement composées de granit, c'est-à-dire que finalement les éboulements qui vont avoir lieu dans la partie constituée par des granites vont suivre ici des lignes d'écoulement de glace et se retrouver en rive droite. Et puis les éboulements qui vont avoir lieu en rive gauche vont suivre des lignes d'écoulement de glace en rive gauche et se retrouver ici dans la rive gauche. Donc pas de mélange de sédiments par le transport glaciaire,
Donc le transport glaciaire, on va pouvoir vraiment utiliser la lithologie, on va estimer qu'il se passe un peu la même chose sous glacier. Alors sous glacier, c'est très dur d'aller échantillonner sous glacier à différents points. Donc on a utilisé la charge sédimentaire exportée par les torrents proglaciaires et on a utilisé les sables donc, récoltés soit à l'interface entre la glace et la roche quand c'était possible, soit dans les torrents sous-glaciaires. Et dans ces sables, on a isolé les zircons, ça c'est le travail de thèse de Cécile Godon. Elle a donc isolé les zircons, et sur ces zircons, elle a pu faire des âges uranium-plomb. Et si on regarde ici l'âge des sources, le granit du Mont Blanc ici en source aurait un âge de 303 millions d'années, et puis les roches métamorphiques auraient des âges supérieurs à 303 millions d'années. Donc encore une fois, si on regarde la géochronologie, la lithologie était un bon traceur, et en plus la géochronologie est un bon traceur. Donc on va pouvoir raisonner ici sur les sources en utilisant la géochronologie des zircons dans les sables, qui vont nous permettre de finalement avoir l'histoire de ce qui se passe sous la totalité du glacier des Bossons. Donc une façon indirecte de tracer la source des processus d'érosion sous-glaciaire. Donc voilà ici un premier résultat au niveau de ces âges géochronologiques qui ont été établis. Vous voyez, ça c'est une cavité de décollement au niveau du torrent de Crozet, donc on est ici à 1750 mètres d'altitude. Et donc on a prélevé ici des sables dans la glace basale, et voilà ici la répartition des âges mesurés dans ces sables, enfin sur les zircons dans ces sables. On voit que les âges se distribuent majoritairement dans des âges qui sont plutôt des âges de roches métamorphiques. On a une très très faible présence d'âges ici qui correspondent à des âges jeunes, qui correspondent à des âges granitiques. Donc on est assez haut en altitude, on n'a pas de mélange de sources, ce qui veut dire que le sommet du Mont Blanc, en glace froide, finalement ne va pas donner, ou donner vraiment une fraction très mineure, et donc ne va pas donner de sédiments à la base du glacier. Donc on déduit de ce résultat que la glace froide, située dans la partie amont du massif du Mont Blanc, va présenter un processus d'érosion qui est nul. Donc pour la première fois dans le massif du Mont Blanc, on a pu quantifier ici, grâce à cette géochronologie, ici l'impact de l'érosion sur la glace froide, ce qui avait été auparavant peu réalisé. D'un point de vue quantitatif, bien sûr, on a tous vu dans des cours que la glace froide avait zéro capacité d'érosion. Et cette fois-ci, on est arrivé, pour une fois, à pouvoir le démontrer réellement. Si on regarde dans les torrents sous-glaciaires, quand on échantillonne le torrent situé à 1750 mètres, le torrent de Crozet, on a le même genre de distribution, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'apport qui viennent de la partie supérieure, de la partie granitique, donc pas d'érosion au sommet du Mont Blanc. En revanche, quand on regarde le torrent qui est situé un tout petit peu plus à l'aval, donc on a 300 mètres de différence d'altitude à peu près, ici, cette fois-ci, on a une distribution qui est bimodale au niveau des âges, et on voit apparaître ici des âges beaucoup plus jeunes, des âges qui correspondent au granit. Alors pour expliquer la présence de ces âges granitiques dans le massif, dans le torrent ici des Bossons, on va aller dire qu'on mélange en fait des sédiments supraglaciaires, et si on regarde en effet la surface du glacier des Bossons entre le torrent de Crozet et le torrent des Bossons, on a une zone relativement plate qui va présenter en été pas mal de rivières supraglaciaires ici, et ces rivières supraglaciaires vont finir leur vie ici dans des moulins. Et grâce à la circulation des eaux en surface, on va lessiver donc, les granites qui étaient restés en surface, et on va pouvoir les incorporer ici à la base du glacier, et ils vont ressortir dans nos torrents sous-glaciaires au niveau ici du torrent des Bossons. Donc il y a un mélange entre supraglaciaire et sous-glaciaire quand on est dans une position qui est la position la plus aval au niveau de l'échantillonnage. Donc si je fais le bilan de ce que l'on a vu ici au niveau du glacier des Bossons, donc on remonte ici au sommet du Mont Blanc, pas d'érosion sous la glace froide. Ici, un transport supraglaciaire qui reste contrôlé par les lignes d'écoulement glaciaires. Ici, la rive droite va aller fournir des sédiments en rive droite, la rive gauche va aller fournir des sédiments en rive gauche. Et sous glacier, la totalité donc, du bassin versant glaciaire, quand on est dans les zones un peu plus hautes ici au niveau des exutoires, eh bien, on n'a pas de granit qui arrive. Quand on est dans les zones un petit peu plus basses, on a des granites qui arrivent qui correspondent à un mélange ici lié à l'incorporation de sédiments supraglaciaires. Si on fait le bilan de tout ça,
à l'échelle de l'évolution du relief du massif du Mont Blanc. Dans la partie basse, on avait dit que le massif du Mont Blanc, quand il était... enfin, le glacier des Bossons, je vais un petit peu vite là, je vais un petit peu généraliser mes résultats. Le glacier des Bossons, quand il était ici en glace tempérée, avait quand même une surrection de l'ordre du millimètre par an, puisque la vitesse d'érosion était de 0,6 mm par an. Et quand on est au sommet du Mont Blanc, ici, on démontre en fait que seule va jouer la surrection, puisque l'érosion est nulle. Et en fait, comme on a ici un dôme de glace, donc une calotte glaciaire sur le sommet du Mont Blanc, cette calotte glaciaire va aller protéger le rocher de l'érosion. Et donc, c'est la croissance du relief qui va pouvoir s'exprimer uniquement. Donc, cette première partie, finalement, elle est un petit peu en opposition avec des travaux qui ont été publiés ici en 2009. Egholm, ici, propose dans un article de dire que les glaciers vont aller modeler les reliefs et vont avoir le rôle, il a appelé son modèle le modèle de Besso, il a fait une analogie avec le modèle de scie circulaire. Donc les glaciers vont être une véritable scie circulaire pour le relief et vont aller contrôler le relief à un certain niveau, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler le relief au niveau de la ligne d'équilibre ici des glaciers. Donc la ligne d'équilibre, c'est la ligne qui sépare ici la zone de glace permanente de la zone de glace à la fin de la saison hydrologique, de la zone de neige permanente. Et Egholm dit qu'au niveau de cette zone, on a le maximum d'érosion glaciaire. Il a donc pour ça effectué une analyse morphométrique à l'échelle mondiale. Il a regardé ici la distribution des courbes hypsométriques dans les bassins versants englacés. Et donc dans ces bassins versants englacés, il a vu que en fait, l'hypsométrie présentait un maxima et que ce maxima correspondait presque souvent à la ligne d'équilibre. Donc il a regardé les variations de ces maxima hypsométriques ici, en fonction de la latitude. La longitude, c'est beaucoup moins intéressant. Donc la latitude. Et donc il a reporté ici les différentes couleurs, avec les petits cercles de différentes couleurs ici, correspondent aux différents continents. Il a reporté tous ces maxima d'hypsométrie. Et puis il a reporté également les valeurs, le maximum d'amplitude des données qui ont été mesurées. Sur la courbe hypsométrie, en exemple ici, c'est entre 0 et 2800 par exemple. Les maxima d'hypsométrie étant à 1800 mètres ici. Et puis, il a reporté les positions des lignes d'équilibre actuelles. C'est la courbe en trait noir ou bien la courbe en rouge ici pour les glaciers mesurés. Et puis, il a reporté également la courbe en pointillé ici qui correspond à la ligne d'équilibre au dernier maximum glaciaire. Et il s'est aperçu en fait que ces maxima d'hypsométrie fitaient relativement bien avec les lignes d'équilibre dernier maximum glaciaire ou les lignes d'équilibre actuelles ici. Et il a également proposé que les altitudes maxima de la plupart des reliefs dans les montagnes ne dépassent pas de 1500 mètres les altitudes des lignes d'équilibre. Donc pour Engmold, dans son modèle, il va assez loin en fait. C'est-à-dire qu'il nous dit que les glaciers, les montagnes, ce n'est pas la tectonique qui va contrôler l'altitude maximum. Si on va en Himalaya, par exemple, le fait qu'on ait 8800 mètres en Himalaya, c'est parce qu'on a des glaciers en fait, qui présentent des lignes d'équilibre qui sont relativement hautes. Et ces lignes d'équilibre, elles vont limiter le relief à ce niveau-là. Donc c'est un modèle qui est pour l'instant en débat encore. Et il est en débat parce que finalement, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé sur le massif du Mont Blanc. Et puis auparavant, Thomson avait publié un papier en 2010. Ce n'est pas du tout ce qu'il trouve sur la Patagonie, par exemple. Et il avait trouvé les mêmes résultats qu'on a eu sur le massif du Mont Blanc, c'est-à-dire que en fait, les glaciers, quand ils sont en glace froide, ont la capacité de protéger les reliefs de l'érosion et donc la capacité de faire croître le relief. Donc voilà, une petite partie du travail que l'on a mené sur le massif du Mont Blanc qui explique les reliefs et qui continue encore. Aujourd'hui, on va donc maintenant regarder un petit peu l'évolution dans le futur de ces reliefs du massif du Mont Blanc.